La lumière filtre à travers les persiennes, dessinant des zébrures sur le visage concentré du docteur Elara Vance. Ses mains effleurent une pile de dossiers, mais son regard est perdu au loin, hanté par un écho silencieux. Elle est une architecte reconnue des relations, une experte dont les conseils façonnent des vies. Pourtant, derrière la façade impeccable de la psychologue accomplie, une faille béante s'est ouverte. Une déception amoureuse cuisante a ébranlé les fondations de ses certitudes. Ses théories, si solides sur le papier, se révèlent impuissantes face à la tempête de ses propres émotions. Ce n'est pas une simple remise en question, c'est un naufrage personnel qui la pousse à regarder au-delà des définitions cliniques, au-delà des schémas comportementaux. Elle s'interroge. L'amour est-il une équation soluble, une science exacte que l'on peut maîtriser par la logique? Ou bien est-il un art subtil, une alchimie éphémère, insaisissable par la seule raison? Cette interrogation lancinante, ce vide laissé par l'échec, la propulse sur une nouvelle voie. Une voie qui l'amènera loin des amphithéâtres rassurants et des consultations bien ordonnées. Elara décide de tout quitter. Sa carrière, son statut, la sécurité de son savoir établi. Tout cela devient secondaire face à l'urgence de comprendre. Comprendre ce qui fait tenir un couple, ce qui brise une union, ce qui nourrit une connexion profonde. Elle ne se contentera plus d'observer de l'extérieur. Elle plongera au cœur même du mystère. Sa quête l'amènera à travers des études de cas intimes où les joies et les peines des autres deviendront ses professeurs. Elle se plongera dans des recherches académiques d'une profondeur inédite, explorant les recoins les plus sombres et les plus lumineux de la psyché humaine. Et pour trouver les réponses ultimes, ceux qui résident au plus profond de l'être, elle s'isolera dans des retraites méditatives, là où le silence permet enfin d'entendre sa propre voix. Le voyage d'Elara n'est pas un simple pèlerinage intellectuel, c'est une plongée vertigineuse au plus profond d'elle-même. Elle affrontera ses propres insécurités, ses fantômes, qui ont longtemps dicté ses choix et ses peurs. Elle devra déconstruire les murs qu'elle a érigés autour de son cœur, ses défenses qui l'ont protégée mais aussi isolée. Comment construire une relation authentique quand on n'ose pas montrer ses propres failles? Comment aimer pleinement quand on redoute le jugement, le rejet? C'est dans cette confrontation avec sa propre vulnérabilité qu'elle découvrira la véritable force de l'amour. Une force qui ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation totale de soi, avec ses ombres et ses lumières. Elle ira à la rencontre d'experts, d'autres chercheurs, de couples ayant traversé des épreuves et en être ressortis plus forts. Chaque conversation, chaque observation, chaque silence sera une pièce du puzzle complexe qu'est l'amour. Le cadre de cette transformation est aussi varié que les émotions qu'Elara explore. Les rues animées d'une métropole moderne où elle menait sa vie d'avant deviennent le théâtre de ses premières réflexions. Les paysages sauvages et paisibles des montagnes ou des côtes lors de ses retraites symbolisent sa quête d'introspection et de clarté. Les intérieurs douillets, parfois tendus, des foyers qu'elle visite sont le microcosme des relations humaines. Cette dualité géographique reflète la dichotomie interne d'Elara. Le monde extérieur, rationnel et complexe, et le monde intérieur, émotionnel et souvent chaotique. L'histoire se déroule sur une période significative, environ 2 ans. Le temps nécessaire pour que les graines de la compréhension germent, s'épanouissent et portent leurs fruits. Le mentor de longue date d'Elara, le professeur Julian Moreau, observe sa démarche avec un mélange de respect et d'inquiétude. Sage, mais teinté d'un certain cynisme, né de décennies d'observation, il incarne la connaissance académique, la distance scientifique qu'Elara cherche à dépasser. Il représente le savoir théorique, là où Elara aspire à la sagesse expérientielle. Parmi les nombreux cas qu'elle étudie, Léa, une jeune femme passionnée mais aux prises avec les turbulences de sa relation, devient une figure emblématique des défis courants. À travers les yeux de Léa, Elara revisite les schémas universels de l'amour et de ses difficultés, trouvant dans l'intime de cette autre femme un reflet de ses propres luttes. Le récit d'Elara est une invitation à regarder l'amour sous un jour nouveau,
Est-il possible de trouver une connexion authentique dans un monde obsédé par les apparences et la performance? Comment naviguer les eaux parfois tumultueuses des relations humaines sans perdre le cap de soi-même? Ce voyage qu'elle entreprend est celui de la guérison, de la compréhension et finalement de la découverte. Une découverte qui promet de redéfinir non seulement sa propre vie, mais aussi notre conception même de l'amour. Aujourd'hui, nous allons explorer la dimension du pourquoi. Pourquoi ce départ radical d'Elara? Au-delà de la simple déception amoureuse, il y a une soif profonde de vérité. Elle cherche à démêler une question fondamentale. L'amour est-il une construction sociale, une série de conditionnements appris, ou porte-t-il en lui une essence universelle, une loi naturelle de connexion? Ces recherches académiques l'ont doté d'un arsenal d'outils théoriques, mais ces outils se sont avérés insuffisants face à la réalité brute des cœurs meurtris. Elle veut comprendre si les schémas relationnels que nous reproduisons, souvent inconsciemment, sont le reflet d'une programmation ou le résultat d'une liberté de choix authentique. Cette quête n'est pas seulement une exploration intellectuelle, c'est une quête existentielle. Elle veut savoir si une connexion véritable, dénuée de compromis sur l'individualité, est réellement possible, ou si l'amour implique nécessairement une forme de sacrifice de soi. La question sous-jacente est celle de la nature même de l'attachement humain. Est-ce une nécessité biologique, une quête de sécurité ou une aspiration spirituelle? Considérez maintenant le rôle des émotions brutes dans cette démarche. Elara réalise que ses propres réactions, sa douleur, sa confusion, ne sont pas des anomalies à éradiquer, mais des signaux précieux. Ces émotions sont les indicateurs de ses besoins non satisfaits, de ses attentes irréalistes, de ses peurs profondes. Elle comprend que la psychologie conventionnelle, en se concentrant parfois sur la suppression des émotions négatives, peut involontairement nier une partie essentielle de l'expérience humaine. La véritable guérison, et par extension, la capacité à aimer sainement, ne réside-t-elle pas dans l'accueil et la compréhension de toutes nos émotions, même les plus inconfortables? C'est pourquoi elle choisit de se retirer du monde professionnel. Elle a besoin d'espace pour entendre le murmure de son propre cœur, pour décoder le langage de ses larmes et de ses colères. Ce besoin d'espace n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage, une reconnaissance que la croissance authentique exige un retrait temporaire du bruit extérieur pour mieux s'écouter soi-même. Ensuite, abordons la dimension de la transmission du savoir. Pourquoi Elara ressent-elle le besoin impérieux de partager ses découvertes? Elle a vu trop de souffrances, trop de malentendus, trop de relations s'effriter, faute d'une compréhension plus nuancée de l'amour. Son objectif n'est pas de créer une nouvelle méthode miracle, mais de proposer une perspective différente, plus holistique. Elle souhaite offrir des clés, des pistes de réflexion, pour aider chacun à naviguer dans la complexité de ses propres relations. La publication de ses recherches, le livre qu'elle envisage, est le moyen qu'elle a choisi pour démocratiser cette compréhension, pour la rendre accessible à tous ceux qui, comme elle, se sont sentis perdus face à l'énigme de l'amour. Il s'agit de passer d'une approche purement thérapeutique, centrée sur l'individu, à une approche plus communautaire, favorisant une meilleure intelligence relationnelle collective. Elle croit fermement que si nous comprenons mieux les mécanismes de l'amour, nous pouvons collectivement cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes. De plus, il est crucial de comprendre la motivation profonde qui sous-tend sa démarche, la recherche de sens. Dans un monde où les relations peuvent souvent sembler superficielles ou transactionnelles, Elara aspire à une connexion qui transcende le simple échange. Elle cherche la profondeur, l'authenticité, le sentiment d'être véritablement vu et compris. Son départ n'est pas une fuite, mais une fuite vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Elle veut croire que l'amour, dans sa forme la plus pure, est une force transformatrice, capable d'élever l'individu et d'enrichir le monde. Sa démarche est donc motivée par un optimisme fondamental quant à la capacité humaine à aimer et à se connecter malgré les obstacles. Elle veut prouver, d'abord à elle-même puis aux autres,
que le chemin vers une relation épanouie passe par une exploration sincère de soi et une acceptation radicale de sa propre humanité. Enfin, il faut considérer l'impact potentiel de ces découvertes. Pourquoi est-il si important de redéfinir notre compréhension de l'amour? Parce que nos modèles relationnels influencent tous les aspects de notre vie, notre bien-être émotionnel, notre santé physique, notre réussite professionnelle, l'éducation de nos enfants. Si nous sommes prisonniers de schémas d'attachement dysfonctionnels, nous risquons de perpétuer des cycles de souffrance. Et Lara veut briser ces cycles. Elle veut proposer une vision de l'amour qui soit à la fois ancrée dans la réalité psychologique et ouverte à la possibilité d'une croissance continue. Le pourquoi de sa quête est donc un pourquoi universel, celui de la recherche du bonheur, de la connexion authentique et d'une vie vécue avec plus de sens et d'amour. C'est cette soif inextinguible de sens qui la pousse en avant, malgré les doutes et les difficultés. Au cœur de la démarche, d'Elara réside une exploration minutieuse de l'environnement physique et social dans lequel l'amour s'épanouit ou s'étiole. Imaginez-la observant non seulement les interactions verbales entre les couples, mais aussi la manière dont leur espace de vie reflète leur connexion. Une maison ordonnée et impersonnelle suggère-t-elle une relation rangée, peut-être en manque de passion? À l'inverse, un espace de vie créatif, débordant de souvenirs partagés et d'objets personnels, témoigne-t-il d'une intimité plus profonde, d'une histoire commune solidement ancrée? Elle analyse la localisation géographique des couples qu'elle étudie. Vivent-ils dans des communautés soudées où le soutien mutuel est palpable, ou sont-ils isolés, rendant la tâche de maintenir une relation plus ardue? Considérez par exemple une jeune femme, Léa, dont la relation est mise à rude épreuve par la distance géographique avec son partenaire. Leurs échanges quotidiens, bien qu'intenses, ne parviennent pas à compenser l'absence physique, le manque de ces petits gestes qui tissent le quotidien. Et Lara observe comment la technologie, bien qu'utile, crée parfois une illusion de proximité, une connexion virtuelle qui peut masquer une déconnexion réelle. Elle documente la manière dont les environnements professionnels des partenaires influencent leur énergie disponible pour la relation. Un emploi du temps surchargé, des déplacements fréquents, un stress professionnel élevé, tous ces facteurs externes pèsent, souvent de manière invisible, sur la dynamique du couple. En outre, Lara se penche sur l'influence des normes culturelles et sociales sur la perception et l'expression de l'amour. Dans certaines cultures, l'expression publique de l'affection est valorisée, tandis que dans d'autres, elle est considérée comme inappropriée. Comment ces attentes sociétales façonnent-elles les comportements des individus au sein de leurs relations? Elle examine la pression sociale exercée sur les couples pour atteindre certains jalons: mariage, enfants, acquisition immobilière. Cette pression peut parfois conduire à des unions basées sur des impératifs externes plutôt que sur une compatibilité et une attirance authentique. Elle observe comment les représentations médiatiques de l'amour, dans les films, les livres, la musique, créent des idéaux parfois inatteignables, alimentant chez certains un sentiment d'insatisfaction chronique quant à leur propre vie amoureuse. Cependant, Lara découvre aussi que l'environnement le plus crucial est celui que les individus créent ensemble. Un espace psychologique partagé, un sanctuaire où la confiance et la sécurité peuvent prospérer. Elle analyse la langue propre à chaque couple, les blagues internes, les rituels, les manières uniques de se réconforter ou de se taquiner. Ces éléments, apparemment anodins, sont les piliers d'une intimité singulière. Elle observe comment les couples les plus résilients parviennent à transformer leur environnement, qu'il soit physique ou émotionnel, en un terrain fertile pour la croissance mutuelle. Par exemple, un couple confronté à une crise financière peut choisir de simplifier son mode de vie, de se recentrer sur l'essentiel et ainsi renforcer leur lien par l'épreuve. Maintenant, considérez comment l'environnement peut être un catalyseur de changement. Lara encourage certains couples à modifier subtilement leur cadre de vie. Peut-être s'agit-il simplement de réorganiser l'espace pour favoriser des moments de connexion,
comme installer un coin lecture confortable ou créer un espace dédié aux repas partagés. Ou bien cela peut impliquer de s'éloigner temporairement des sources de stress, de partir en retraite ou en voyage, pour se redécouvrir loin des contraintes quotidiennes. L'idée n'est pas de fuir les problèmes, mais de trouver un nouveau contexte, un ailleurs, où les dynamiques relationnelles peuvent être abordées avec une perspective renouvelée. Enfin, Elara comprend que l'environnement n'est pas seulement un décor, mais un acteur à part entière dans la pièce de l'amour. Il influence nos humeurs, nos comportements, nos perceptions. En modifiant consciemment notre environnement, nous pouvons influencer positivement la qualité de nos relations. C'est une prise de pouvoir sur notre propre bien-être relationnel, une reconnaissance que l'amour, bien qu'intime, s'inscrit toujours dans un contexte plus large. La manière dont nous habitons le monde et la manière dont nous façonnons notre espace partagé sont des reflets directs de la santé de notre lien. Elles réalisent que le « ou » de l'amour n'est pas seulement une question de coordonnées géographiques, mais une construction active, un espace que l'on cultive avec autant de soin que l'on cultive le sentiment lui-même. Le calendrier de la métamorphose d'Elara est bien plus qu'une simple succession de dates. Il s'agit d'une chorégraphie délicate entre l'urgence de comprendre et la patience nécessaire à l'éclosion des vérités. Initialement, la déception amoureuse agit comme un catalyseur, une secousse sismique qui la propulse hors de sa zone de confort. Ce moment, situé dans le tourbillon de l'automne, marque le point de départ de sa retraite professionnelle. Les premières semaines sont consacrées à la documentation, à la collecte de données existantes, un travail méticuleux qui s'apparente à l'inventaire d'un champ de ruines avant d'envisager la reconstruction. C'est une période d'introspection intense, où chaque souvenir est disséqué, chaque interaction passée est rejouée mentalement, souvent sous la lumière crue des premières heures du matin. Progressivement, le rythme s'accélère. Au printemps suivant, Elara entame la phase active de ses recherches sur le terrain. Les séjours dans les retraites isolées deviennent plus fréquents, rythmés par les saisons, comme pour mieux épouser le cycle naturel de la croissance et de la régénération. Chaque retraite, d'une durée moyenne de 3 semaines, est un jalon essentiel, un moment de concentration absolue, loin des distractions du monde. Elle établit un contact régulier avec une poignée de couples soigneusement sélectionnés, débutant des cycles d'entretien qui s'étaleront sur plusieurs mois. L'été, traditionnellement synonyme de légèreté, est pour elle une période de travail acharné, de compilation des observations, de première synthèse. C'est le moment où les schémas commencent à émerger du chaos apparent des interactions humaines. L'automne de la deuxième année représente un tournant décisif. C'est à ce moment qu'Elara commence à ressentir les prémices d'une compréhension plus profonde, moins analytique, plus intuitive. Les résultats de ses recherches commencent à se cristalliser, non pas sous forme de formules mathématiques, mais comme des constellations de signification. Elle entreprend alors la rédaction de son ouvrage, un processus qui demande une discipline de fer et une clarté d'esprit qu'elle n'aurait pas cru posséder auparavant. Les journées se transforment en longues nuits de travail, ponctuées par des pauses contemplatives face à la fenêtre, observant le monde extérieur qui semble à la fois familier et étrangement distant. L'hiver qui suit est celui de la finalisation. Les dernières retouches du manuscrit, la recherche d'un éditeur, la préparation de la diffusion. Ce n'est plus seulement une quête personnelle, mais une mission de transmission. Elle fixe la date de publication de son livre, symbolisant la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. Ce printemps de la deuxième année marque la concrétisation de son projet. La publication de son œuvre coïncide avec une transformation intérieure achevée. Le timing est crucial. Elle ne partage ses conclusions qu'une fois qu'elle a elle-même intégré ses leçons, qu'elle les a vécues. Le succès de son livre, son impact sur le public, deviendront alors le baromètre de la pertinence de sa démarche. L'ensemble de cette période, de la déception initiale à la publication, s'étend sur environ 24 mois, une durée qui souligne la profondeur et la complexité de la transformation qu'elle a entreprise. Chaque phase,
chaque saison, a apporté son lot de révélations, tissant ensemble le récit de sa quête de sens dans l'amour. Le timing n'est pas une contrainte, mais un allié permettant à la sagesse de s'installer durablement. Maintenant, concentrons-nous sur les personnes impliquées dans cette transformation profonde. Au centre de cette exploration se trouve bien sûr le docteur Elara Vance elle-même, la protagoniste de cette métamorphose. Elle n'est pas seulement l'observatrice, mais aussi le sujet principal de son étude. Son parcours, de la psychologue brillante, mais émotionnellement distante à une femme plus ouverte et vulnérable, est le fil conducteur du récit. Son évolution personnelle est indissociable de ses découvertes scientifiques. Elle est celle qui expérimente, qui doute, qui souffre et qui ultimement transcende ses propres limites. Sa décision de quitter sa pratique établie pour se consacrer entièrement à cette recherche est un acte de foi en sa propre capacité de croissance et en l'importance de sa quête. À ses côtés, bien que souvent en retrait, se trouve le docteur Julian Moreau. Ancien mentor et figure paternelle intellectuelle, il représente la perspective académique, le savoir institutionnel. Il est celui qui a initialement guidé Elara dans le monde de la psychologie relationnelle. Sa présence sert de repère, un rappel du point de départ d'Elara, mais aussi un catalyseur pour son évolution. Ses conseils, souvent empreints d'une sagesse teintée de scepticisme, poussent Elara à affiner sa pensée, à remettre en question ses propres conclusions hâtives. Il n'est pas un simple spectateur, il est le témoin privilégié de la transformation d'Elara et son approbation finale ou sa réticence initiale pèse dans la balance de sa confiance en soi. Puis, il y a les innombrables figures qui peuplent les études de cas d'Elara. Prenons Léa par exemple, une jeune femme dont la relation tumultueuse sert de microcosme au défi universel de l'amour moderne. À travers Léa, et d'autres comme elle, Elara observe la dynamique des couples, leurs luttes, leurs espoirs, leurs désespoirs. Ces personnes ne sont pas de simples objets d'étude. Elles sont des collaborateurs involontaires, dont les expériences partagées nourrissent la compréhension d'Elara. Elles représentent le public auquel Elara s'adresse in fine, ceux qui cherchent des réponses à leurs propres questions relationnelles. Leur participation, souvent motivée par un désir d'amélioration, ajoute une couche d'authenticité et de vulnérabilité à la recherche. Il faut également considérer les experts que consulte Elara, des philosophes, des anthropologues, des artistes, des thérapeutes spécialisés dans des approches moins conventionnelles. Chacun apporte une pièce unique au puzzle, élargissant le champ de la réflexion d'Elara au-delà de sa propre discipline. Ces interactions sont des dialogues stimulants, des échanges d'idées qui enrichissent sa perspective et la poussent à considérer des angles morts. Ils sont les sages rencontrés sur le chemin, offrant des éclairages précieux qui contribuent à la richesse de sa synthèse finale. Enfin, n'oublions pas le lecteur, le futur public du livre d'Elara. Bien qu'absent physiquement de l'histoire, il est le destinataire ultime de cette quête. C'est pour lui qu'Elara entreprend ce voyage, c'est à lui qu'elle destine ses découvertes. Le succès de son livre dépendra de sa capacité à raisonner avec les expériences et les aspirations de ce public large et diversifié. La réussite de la démarche d'Elara ne se mesure pas seulement à l'aune de ses propres révélations, mais aussi à l'impact qu'elle aura sur la vie de ceux qui liront son travail. Les bénéficiaires ultimes sont donc tous ceux qui aspirent à une meilleure compréhension de l'amour et à des relations plus épanouissantes. Abordons maintenant la manière dont cette transformation s'opère, le comment. Elara ne se contente pas de lire des livres ou d'écouter des conférences. Elle met en place une méthodologie rigoureuse, mêlant observation participante et analyse critique. Son approche initiale consiste à mener des entretiens approfondis avec des couples, en leur demandant de raconter leur histoire, leurs moments clés, leurs difficultés, leurs joies. Elle utilise des techniques d'écoute active, observant non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu, les non-dits, les silences lourds de sens, la langage corporel. Elle documente méticuleusement ces échanges, transformant les récits bruts en données analysables.
Parallèlement, elle s'immerge dans des environnements propices à l'introspection. Les retraites méditatives ne sont pas de simples pauses, elles sont des laboratoires de conscience. Là, elle pratique des exercices de pleine conscience, des méditations guidées, des techniques de journalisation introspective. Le but est double. D'une part, développer une acuité sensorielle et émotionnelle accrue pour mieux percevoir les subtilités des interactions humaines. Et d'autre part, confronter ses propres schémas de pensée et ses réactions émotionnelles. Elle apprend à observer ses propres pensées sans jugement, une compétence qu'elle applique ensuite dans son analyse des autres. La recherche académique constitue une autre branche essentielle de sa méthodologie. Elle se plonge dans les travaux de psychologues, de sociologues, de philosophes, explorant différentes théories de l'attachement, de la communication non violente, de la psychologie positive. Cependant, elle ne se limite pas aux approches conventionnelles. Elle explore également des domaines moins explorés, comme la sagesse des traditions spirituelles anciennes ou les découvertes récentes en neurosciences affectives. Cette approche multidisciplinaire lui permet de construire une vision plus complète et nuancée de l'amour, dépassant les cadres théoriques établis. Un élément clé de sa méthode est la confrontation de ses observations empiriques avec sa propre expérience vécue. Après sa déception amoureuse, elle ne cherche pas à effacer cette douleur, mais à la comprendre. Elle utilise ses propres émotions comme un outil d'analyse, un baromètre pour évaluer la validité de certaines théories ou l'authenticité de certaines interactions. C'est un processus parfois douloureux, mais essentiel pour passer de la théorie à la sagesse pratique. Elle expérimente des techniques de communication qu'elle suggère à ses sujets, testant leur efficacité sur elle-même dans ses propres interactions, même celles qui ne sont pas directement romantiques. Enfin, le processus de synthèse et de rédaction constitue la dernière étape de sa démarche. Elle ne cherche pas à imposer une vérité unique, mais à proposer un cadre de compréhension. Elle utilise des métaphores, des analogies, des exemples concrets tirés de ses recherches et de sa propre vie pour illustrer ses propos. L'écriture devient elle-même une forme de thérapie, un moyen de clarifier sa pensée et de structurer ses découvertes. Elle adopte une approche itérative, réécrivant, réorganisant, affinant son message jusqu'à ce qu'il atteigne une clarté et une résonance maximale. Le processus est donc un cycle continu d'observation, d'introspection, de recherche, d'expérimentation et de synthèse, le tout guidé par une intention profonde de comprendre et de partager la nature complexe et belle de l'amour. Enfin, examinons la dimension du combien. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de chiffres financiers, mais d'une évaluation globale des ressources engagées, de l'ampleur de l'effort et de l'investissement émotionnel. Le coût financier de la démarche d'Elara est significatif. La perte de son salaire de psychologue renommé représente un manque à gagner substantiel. Les frais de déplacement pour se rendre dans les lieux de retraite isolés, souvent situés dans des régions reculées, s'accumulent. Les séjours prolongés dans ces centres, bien que parfois axés sur le travail personnel, impliquent des coûts d'hébergement et de participation au programme. Les livres, les recherches documentaires, les éventuelles consultations avec d'autres experts représentent également un budget non négligeable. On peut estimer que cet investissement financier direct se chiffre en dizaines de milliers d'euros sur la durée de sa recherche. Au-delà de l'aspect monétaire, il faut quantifier l'effort humain et le temps investi. 2 années complètes sont dédiées à ce projet, 24 mois d'un travail acharné qui va bien au-delà d'une simple occupation à temps plein. Le nombre d'heures consacrées à la recherche, aux entretiens, à la rédaction, à la méditation est colossal. Si l'on devait le traduire en jours ouvrés, cela représenterait l'équivalent de plusieurs années de travail concentré. C'est un engagement total, une immersion qui demande une discipline de fer et une résilience à toute épreuve. Le sacrifice personnel est immense. Renoncer à une vie sociale active, mettre en pause ses propres projets personnels, accepter une période d'incertitude financière et professionnelle. L'ampleur de la recherche elle-même est considérable.
Et Lara ne se contente pas d'étudier quelques cas isolés. Elle interroge un nombre significatif de couples, issus de milieux et d'âges variés, pour obtenir une représentativité statistique et qualitative. La collecte et l'analyse de toutes ces données représentent un travail colossal, nécessitant une organisation méticuleuse et une capacité à synthétiser une grande quantité d'informations. La rédaction du livre qui en résulte est également un projet d'envergure, un ouvrage qui se veut exhaustif et accessible, demandant des mois de travail acharné pour peaufiner chaque chapitre, chaque phrase. L'investissement émotionnel est peut-être le plus difficile à quantifier, mais il est sans doute le plus important. Et Lara replonge dans ses propres blessures, confronte ses peurs les plus profondes, navigue dans les eaux troubles de ses propres émotions. Ce processus introspectif demande un courage immense et une grande vulnérabilité. Chaque entretien avec les couples est aussi une source d'émotions, de partage de joie et de peine qui peuvent être épuisants. Elle absorbe littéralement les expériences de vie des autres, ce qui représente une charge émotionnelle considérable. L'ampleur de cet investissement se mesure à la transformation profonde qu'elle opère en elle-même. Enfin, l'impact potentiel de son travail peut être considéré comme une mesure de son combien. Si son livre atteint un large public, s'il aide des milliers de personnes à mieux comprendre et vivre leurs relations, alors l'investissement, tant financier qu'humain et émotionnel, prend une toute autre dimension. Il devient un investissement dans le bien-être collectif, dans la qualité des liens humains. La portée de ses découvertes, la profondeur de sa transformation personnelle et le potentiel d'aide qu'elle offre aux autres constituent la véritable mesure de la valeur de sa démarche. C'est un pari sur la capacité de l'amour à être compris, cultivé et vécu plus pleinement. Un pari qui demande une foi inébranlable et un engagement total. Au terme de cette exploration, alors que les contours de la compréhension commencent à se dessiner avec une clarté nouvelle, il devient manifeste que chaque fil conducteur tissé jusqu'à présent contribue à une tapisserie plus vaste. L'agencement des éléments, la résonance des expériences, l'écho des interrogations profondes, tout concourt à une perspective unifiée qui transcende la simple juxtaposition des faits. On perçoit l'émergence d'une synergie où la somme des parties dépasse largement leur simple addition, créant une dynamique d'enrichissement mutuel. C'est comme observer un paysage se dévoiler progressivement, chaque élément, la lumière, les ombres, les formes, participant à la révélation d'une harmonie supérieure. En contemplant le chemin parcouru, on ressent le glissement subtil d'une analyse fragmentée vers une appréhension holistique. Les diverses facettes abordées ne sont plus des entités isolées, mais des facettes d'une même réalité, s'éclairant mutuellement et révélant des connexions insoupçonnées. L'interaction des perspectives, la convergence des idées dessinent une trajectoire ascendante, une courbe d'apprentissage qui culmine en une vision élargie. L'ensemble forme une constellation d'idées où chaque étoile brille individuellement tout en participant à la constellation globale, guidant le regard vers un horizon plus lumineux. Ce processus cumulatif nous amène à un point charnière où les réflexions antérieures convergent naturellement vers une synthèse imminente. L'élan ainsi créé prépare le terrain pour la prochaine étape, une phase de consolidation où les enseignements tirés se cristallisent en une compréhension plus profonde et plus intégrée. Le rythme narratif s'accélère subtilement, portant l'attention vers l'aboutissement de cette quête de sens. C'est l'instant où les pièces du puzzle s'assemblent enfin, révélant une image cohérente et porteuse de nouvelles perspectives. L'accumulation des perspectives aboutit à une véritable osmose, préparant le terrain pour une conclusion qui promet d'éclairer l'ensemble du parcours. Le voyage qu'Elara a entrepris, bien au-delà des murs de son cabinet, bien au-delà des équations de la psychologie, s'achève non pas par une formule définitive, mais par une reconnaissance profonde. L'amour, cette force insaisissable qui anime nos vies, ne se laisse pas enfermer dans des définitions rigides ou des protocoles infaillibles. Il réside moins dans la maîtrise parfaite de soi que dans l'art délicat de se laisser voir, dans toute sa complexité,
ses imperfections assumées. La véritable connexion ne naît pas de l'absence de failles, mais de la capacité à les partager, à transformer ce qui pourrait sembler une faiblesse en un pont vers l'autre. C'est dans cette vulnérabilité offerte, ce dévoilement sincère du soi, que se trouve la clé d'une intimité authentique et durable. L'amour n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. Une danse perpétuelle entre deux êtres qui apprennent à se connaître, à se soutenir, à grandir ensemble, jour après jour. La quête d'Elara a révélé que la quête de l'autre commence invariablement par une exploration résolue de soi. Avant de pouvoir offrir un amour sain et épanouissant, il est impératif de cultiver une relation profonde et bienveillante avec soi-même. C'est en accueillant chaque facette de notre être, en reconnaissant nos ombres autant que nos lumières, que nous créons l'espace nécessaire pour que l'amour puisse véritablement s'installer. L'acceptation de soi n'est pas un acte de complaisance, mais un fondement essentiel, une terre fertile où les graines de relations significatives peuvent germer. Quand nous cessons de courir après une perfection illusoire, nous nous ouvrons à la richesse de l'authenticité. Et c'est cette authenticité qui attire et nourrit les liens les plus précieux. L'amour véritable commence par le regard que l'on porte sur soi-même, un regard empreint de compassion et de compréhension. Alors que le soleil se couche, projetant une lumière dorée sur un paysage paisible, Elara se tient au bord d'un lac, le reflet de son visage serein se mêlant aux eaux calmes. Elle n'est plus la psychologue distante, mais une femme en paix avec elle-même, le regard tourné vers l'horizon, où le ciel rencontre la terre dans une étreinte douce. Une main effleure délicatement la surface de l'eau, créant des cercles concentriques qui s'étendent à l'infini, symbolisant l'impact durable de la compréhension et de l'acceptation. Non loin, une silhouette se dessine doucement, une présence bienveillante qui s'approche sans un mot, partageant simplement le silence et la beauté du moment. Leurs regards se croisent, non pas avec l'intensité d'une passion dévorante, mais avec la profondeur tranquille d'une connexion reconnue, d'une âme sœur trouvée dans la simplicité d'un instant partagé. Le livre d'Elara, fruit de ce long périple, n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Il offre une nouvelle lentille à travers laquelle observer le monde des relations, un encouragement à regarder au-delà des apparences, à chercher la vérité dans les profondeurs de l'intimité. La véritable pratique commence maintenant, dans le quotidien, dans chaque interaction, dans chaque choix que nous faisons pour nous ouvrir à l'autre et à nous-mêmes. C'est un appel silencieux à cultiver la patience, la compassion et le courage d'être authentique. La lumière du soleil couchant s'intensifie, baignant la scène d'une chaleur enveloppante, tandis que les deux silhouettes, côte à côte, contemplent la beauté paisible du monde, symbole vivant de la sérénité trouvée dans l'union de soi et de l'autre. La caméra s'éloigne lentement, laissant le spectateur avec l'image d'une harmonie retrouvée, un souffle d'espoir et une invitation à poursuivre sa propre quête d'amour, armée d'une compréhension nouvelle et profonde.